Après avoir exploré divers modèles statistiques, revenons sur les points essentiels que nous avons appris pour en faire une récapitulation. Alors vous voyez ici un tableau qui compare de manière concise la régression linéaire, les arbres de décision et la régression logistique, soulignant leurs domaines d'application, les métriques d'évaluation et les problèmes idéalement résolus. Il sert de guide rapide pour choisir le modèle le plus adapté en fonction du type de données et de l'objectif analytique. Alors, chaque modèle possède ses forces uniques, offrant des outils variés pour l'exploration et l'interprétation des données. Alors, nous avons débuté avec la régression linéaire, qui a révélé des relations linéaires entre nos variables. Le coefficient de détermination R2 a été un indicateur clé qui nous montre la proportion de la variance expliquée par notre modèle. L'erreur standard, abordée comme une fonction de coût, nous a informé sur la dispersion des résidus autour de la ligne de régression. Alors, le coefficient de détermination R2, souvent indiqué en régression linéaire, mesure la proportion de variance expliquée par le modèle. Plus le R2 se rapproche de 1, plus notre modèle capture adroitement la variabilité des données, ce qui traduit une performance satisfaisante d'ailleurs. Toutefois, il faut se méfier des R2 excessifs, qui sont plutôt des signes, ou souvent qui sont des signes potentiels de surajustement. Alors, l'erreur standard, quant à elle, estime la dispersion typique des résidus autour de la droite de régression. Un petit écart type indique que les prédictions s'alignent étroitement sur les observations empiriques, alors qu'un grand écart type va suggérer une divergence prononcée. Alors, il faut bien garder à l'esprit que l'erreur standard est sensible à l'échelle des variables. Ça, on l'a vu, hein, ce qui nécessite une normalisation préalable pour une comparaison valide entre les modèles. Ensuite, nous avons examiné les arbres de décision, où l'indice de Gini a joué un rôle central. Alors, cette métrique nous a permis d'évaluer l'homogénéité des feuilles et la pureté des nœuds. Cela offre une mesure directe pour comprendre comment le modèle prend des décisions. Enfin, l'indice de Gini, utilisé principalement dans les arbres de décision, comme on a vu, permet d'évaluer la pureté des nœuds de décision. Son oscillation entre 0 et 1 va refléter la capacité du modèle à discriminer entre les catégories. Quand on a une valeur de l'indice de Gini proche de 1, cela indique une distinction presque absolue, tandis qu'un indice de Gini proche de 0 traduit une capacité du modèle à séparer les classes. Alors cet exemple que vous voyez à l'écran représente un arbre de décision construit à partir d'un ensemble de données simplifiées. Alors j'ai choisi des termes faciles à comprendre comme caractéristique 1 et caractéristique 2 pour décrire les données d'entrée. Ici pour les x, hein, on a un couple, donc parfois des couples 1, 1, 2, 2, etc. Donc le premier terme, c'est le caractéristique 1 et la deuxième valeur ici, c'est caractéristique 2. En sortie, donc on a y, donc c'est la variable à prédire. Et donc on a une variable binaire, hein, 0 ou 1, donc 0 étant la classe A et 1 étant la classe B. Donc ça, c'est les résultats, hein. L'objectif est de montrer ici clairement comment un arbre de décision divise et classe les données. Donc cette vue vous permet de voir concrètement comment les décisions sont prises à chaque étape. Donc en calculant le Gini ici, voilà, au niveau de chaque nœud, ici, quand on arrive à un Gini de 0, ça veut dire qu'on décide, c'est une feuille, c'est-à-dire qu'on a bien séparé nos sets de valeurs en des classes homogènes. Enfin, c'était juste un rappel, on a vu tout ça en détail dans la section dédiée aux arbres de décision. Alors, la régression logistique a enrichi notre arsenal et s'est particulièrement distinguée dans la modélisation des phénomènes de classification. Les métriques telles que la précision, le rappel et le score F1 nous ont servi pour évaluer la performance de ce modèle, ce qui nous fournit une vue d'ensemble sur sa capacité à identifier correctement les classes. Alors, la précision est perçue comme un indicateur central. Elle calcule la proportion de prédiction correcte par rapport aux prédictions totales. Quant au rappel, on a vu qu'il mesure la fraction de véritables instances positives correctement anticipées. On a vu qu'un compromis optimal entre ces deux métriques nous mène au score F1, qui est une mesure, une moyenne harmonique qui synthétise les contributions respectives de la précision et du rappel. On a vu aussi la matrice de confusion, qui est un tableau bidimensionnel qui compare la prédiction réalisée aux observations réelles. Il s'est avéré que analyser cette matrice permet d'identifier les faux positifs, les vrais négatifs, les faux négatifs
et les vrais négatifs. Ce sont des éléments essentiels, on a vu, hein, pour diagnostiquer les carences de nos modèles. À droite, j'ai mis juste un petit rappel, hein, de la courbe sigmoïde qui nous a tellement servi, hein, dans le cadre de la régression logistique. Je vous rappelle que cette fonction sigmoïde transforme les valeurs linéaires en probabilités comprises entre 0 et 1, probabilités qui vont nous permettre de classifier les données en catégories distinctes. Alors, je reviens un instant sur mon tableau de comparaison des différents modèles, juste pour dire qu'il est important de contextualiser ces différentes métriques en fonction de la nature du problème. C'est-à-dire que vous devez considérer ou avoir une approche qui dépend fortement de votre contexte, en fait, et de votre besoin et de la manière dont vous posez le problème. Parfois, une précision élevée va primer sur le rappel, tandis que dans d'autres circonstances, on va mettre l'accent plutôt sur le rappel. C'est ce qu'on avait vu, hein, à travers plusieurs exemples qu'on a étudiés. C'est à vous de distinguer ces nuances et d'adapter le choix des métriques en conséquence. Alors, en résumé, je dirais qu'il est important de maîtriser ces indicateurs clés et les articuler de la bonne manière dans l'interprétation globale que vous faites des résultats.